C'est bon, on peut y aller. Vous êtes prêts? Oui ou non? Allez, bon voyage, Il existe un monde où la foule plonge dans les étoiles. Un espace où les lumières effacent tous les repères. Un endroit où les enfants ont appris à piloter des aéronefs et les parents à traverser les murs des châteaux hantés. Le monde de ceux qui viennent d'ailleurs et que l'on appelle depuis des siècles, avec leurs attractions et leurs manèges, les forains. Vous voici ainsi venus, petits et grands, au défouloir. Laissez-moi, s'il plaît à vous, vous raconter une autre histoire de l'art. Il y a près de 20 ans, j'ai commencé à filmer dans des ateliers de peintres forains. C'est moi ici qui déplace la table. À l'époque, je n'imaginais pas que derrière ces décors pouvait se cacher un patrimoine d'une telle richesse. Si j'ai pu accéder à ce monde en apparence chaotique, c'est parce qu'une partie de ma famille est foraine. Elle travaille encore aujourd'hui à la Foire du Trône, près de Paris. Sûrement la plus belle fête foraine en France. Au cours de mes recherches, j'ai fini par accumuler toutes sortes d'images étranges, possédant leur poésie propre. J'ai découvert que les forains avaient créé un art singulier et qu'ils avaient inspiré les plus grands artistes de leur temps. Des peintres, des photographes et des cinéastes, mais que ces créations n'avaient pas encore trouvé leur place dans les musées. Pourquoi cette mise à l'écart? En France, on s'est peu intéressé à ce courant populaire de l'histoire de l'art. Sauf Zève Gourarier, conservateur des musées nationaux, l'un des pionniers de la recherche sur le monde forain. Au musée d'Orsay à Paris se trouve pour Zève l'une des pièces maîtresses de ce grand puzzle éparpillé. Là, on voit bien la façon dont sont traitées ces deux peintures. Ça a beau être Toulouse-Lautrec, elles sont quand même au coin, quelque part. Elles sont mal encadrées, enfin elles sont cadrées, mais comme on sait pas, on va pas mettre un cadre doré quand même sur des peintures foraines, donc on sait pas sur quel pied danser. Donc elles sont là, elles ont effectivement une salle pour elles toutes seules, mais elles sont un peu perdues dans cette salle, mais personne ne s'est dit, tiens, c'est des peintures foraines, qu'est-ce que ça signifie par rapport à la fête foraine? C'est tellement bas, la fête foraine, que ça mérite même pas qu'on s'y intéresse, et que lorsqu'on fait allusion à quelque chose qui aurait pu servir de modèle, on dit c'est l'affiche. Alors là, je montre vraiment très clairement que l'affiche n'a jamais fonctionné comme ça. En 1895, Toulouse-Lautrec peint une toile tendue, destinée à présenter le spectacle de la célèbre danseuse Louise Weber,
surnommée la Goulue. Ce qui a longtemps été vu comme un tableau de maître est en réalité un pur décor forain, destiné à des dompteurs installés à la Foire du Trône. Sur 2 panneaux distincts, le peintre représente l'ancien spectacle de danse de la Goulue à Montmartre, puis celui qui se déroule à l'intérieur de la baraque. Le peintre s'est lui-même représenté 2 fois, les yeux exorbités devant la qualité du spectacle qu'il nous invite à voir. Au premier plan, les grandes stars sulfureuses de l'époque, comme la danseuse Jane Avril ou l'écrivain Oscar Wilde. Plus que des célébrités, le peintre reprenait des codes propres à la peinture foraine. Autre caractéristique de la peinture foraine, les personnages de plain-pied. Non seulement on représente à l'extérieur sur les toiles peintes le spectacle qu'on va voir ou qu'on a déjà vu, mais on représente aussi les personnages de plain-pied et si possible avec des effets où il y a beaucoup de monde. Et il y a une raison à ça. Il y en a plusieurs. La première, c'est que je regarde ça, j'ai envie de rentrer dans le tableau. En tout cas, j'ai envie de rentrer dans la baraque pour voir ça. Et il faut se remettre dans le contexte de la Foire du Trône. Mais vous avez des manèges qui font un bruit pas possible. Vous avez des tirs forains. Vous avez des gens qui proposent des spectacles à droite et à gauche. Donc, si vous n'avez pas une peinture qui donne fortement envie d'entrer, qui est très forte, eh ben, on va passer à côté de vous et on ne va pas rentrer. Toulouse-Lautrec remploie des personnages qu'il a déjà peints, mais il nous les présente, alors ce coup-ci pas tout à fait plein pied, mais très grands, et vraiment en donnant l'impression que vous faites partie du tableau. Je dirais, au premier rang, il y a ces personnages très connus, et ensuite il y a nous qui faisons partie du tableau, et nous regardons quoi? Nous regardons cette fois-ci la Goulue en majesté au centre du tableau, avec sa coiffure dans sa danse de l'Albé. Ces baraques de la Goulue, elles participent de quelque chose qui est le rite de passage avant de rentrer dans quelque chose. Et ça, c'est très important, c'est une des choses que nous avons à la fête foraine, c'est que pour apprécier vraiment un spectacle, il faut être préparé, il faut être conditionné. Et ces parades, ces peintures, etc., elles nous conditionnent et elles n'ont donc du coup pas du tout la même fonction qu'une affiche ou un tableau. La tendue de Toulouse-Lautrec est l'un des exemples qui nous est parvenu de cet art né avec la fête foraine. En France, la plus grandiose de toutes est la Foire du Trône. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la première Foire du Trône a eu lieu en 957, près de l'abbaye de Saint-Antoine, soit il y a plus de 1000 ans. Le principe d'origine reste depuis le même. L'entrée est toujours gratuite. Chaque forain doit alors attirer les foules vers son manège grâce à la qualité de ses décors, de ses peintures, de sa lumière ou de sa musique. En passant du temps avec les forains, j'ai appris qu'ils ne parlaient jamais de manège, ni même d'attraction. Ils les appellent des métiers. Celui de Louis Joubert, une figure de la Foire du Trône, est son grand œuvre. Lui aussi a essayé comme moi de rassembler depuis des années une partie de l'histoire foraine. Les forains ont l'esprit créatif. Parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir acheter, de pouvoir prendre un électricien, de pouvoir prendre un plombier. Donc on fait tout de nos mains. Et les manèges en eux-mêmes, c'est les forains qui ont les idées de créer leurs manèges. C'est l'esprit créatif et on est toujours à la recherche de nouveautés, d'inventions. On cherche toujours des parades pour évoluer. Et c'est ce qui fait notre force, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter du tout fait. Donc avec un bout de ficelle, on vous fait un manège, nous, hein. En 2 minutes, c'est réglé. On sait tout faire. On sait tout faire de nos mains. Bon, on n'a peut-être pas été à l'école longtemps,
On n'est pas ingénieur, mais je pense qu'on a les capacités de pouvoir vraiment s'adapter aux exigences du public. On a notre côté artiste, parce que voilà, on arrive dans la lumière, on met de la musique, on parle au micro et on se sent, voilà, on revit. On est bien dans notre élément. Allez, attention, départ. Bah, c'est la lumière surtout qui attire la clientèle ici, là, parce que c'est une première. Ça s'est jamais fait avec un ciel de toit comme ça. Et avec le nombre de LED, c'est vraiment impressionnant. Surtout quand on met un petit peu de fumée, on a les lasers qui ressortent dedans. Et là c'est beau, là, quand ça fait des étoiles comme ça, quand ça scintille. C'est comme les papillons, hein. On n'attire pas du mouche et du vinaigre. Hein. Le monde forain, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est le mouvement. Comme à l'époque de Toulouse-Lautrec et autres, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Vous sauriez me dire combien de fois vous avez peint Sylvie Vartan et Johnny Hallyday? Trop souvent. Trop souvent. Elvis Presley plus que James Dean. Et Elvis Presley, je l'ai fait souvent. Voilà, là ici, vous avez des trains fantômes que j'ai... 4 trains fantômes que j'ai faits. Les artistes ont toujours aimé trouver sur la fête foraine des jeux de lumière particuliers. C'est pour comprendre ce lien que j'ai rencontré à plusieurs reprises des peintres de décors forains. Essayer de percer leurs secrets de fabrication. L'un des plus grands maîtres en France fut Jacques Courtois. Il a passé sa vie à créer des mondes pleins d'inventivité et de détournement. J'ai essayé de compter combien de fois j'avais fait le même manège. Par exemple, j'ai travaillé pour un constructeur allemand qui me donnait 2 à 3 manèges par mois. Et j'ai travaillé pour lui pendant 10 ans. Et donc déjà, rien que là, vous comptez déjà 3 manèges sur 10 mois, ça faisait 30 par an. 30, ça fait 300 manèges pour lui que j'ai fait, pour le Houss, le fabricant allemand. À force de passer du temps sur les fêtes foraines, j'ai fini par être fasciné par toutes ces peintures que l'on ne remarque jamais. La plupart des artistes forains sont restés anonymes au cours de l'histoire. En cherchant à remonter à l'origine des liens entre la peinture et les forains, j'ai fini par découvrir un tableau exceptionnel. Une œuvre flamande du XVIe siècle du peintre Peter Balten, qui décrit précisément la vie des forains à ses tout débuts. Au départ, tout commence par une procession religieuse. Une fête annuelle organisée autour de l'église en l'honneur d'un saint local. Les marchands venus de l'extérieur de la ville profitent de l'occasion pour vendre toutes sortes de produits nouveaux. C'est la célèbre foire du Moyen Âge. Pour nourrir ces gens venus d'ailleurs, une profusion de victuailles et bien évidemment d'immenses beuveries. Certains vont alors monter sur les bancs pour y donner des petits spectacles. Une activité qui sera à l'origine du mot saltimbanque. Littéralement, salta in banco, ceux qui sautent sur les bancs, les premiers forains. War deine Karte eine schwarze Karte? Gut, ich habe nämlich eine rote Karte hier. Da ist ein Name drauf und das ist, glaube ich, sehr schön. Einmal
J'ai appris par Zeev Gourarié qu'il existait en Europe un autre spécialiste de l'art forain, Florian Dering. Je l'ai rencontré à Munich à Lauerdult, une foire annuelle qui a conservé encore la structure ancienne, organisée entre marchands d'un côté et forains de l'autre. Il y a une place vide au départ, complètement vide. Et puis la place commence à se remplir de baraques, de petites choses. Cela signifie que tous ces stands sont installés et même sur une grande place, à la fin, il y a comme une petite ville complète. Il n'y avait rien avant. Et puis vous êtes là, vous traversez cette ville et vous avez une multitude d'impressions. Des images, bien sûr, quelque chose de très important, la lumière. Et évidemment, l'acoustique, tous les sons qui s'y ajoutent. Tout cela a une évolution propre. Mais celui qui monte sur un manège de chaise volante depuis des années, si vous lui demandez, disons, « Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a exactement sur les chaises volantes ?» Il dira « Je ne sais pas ». De la couleur, des lumières, il ne sait pas. Mais bien sûr, il l'a inconsciemment intériorisé, c'est dans sa tête. Dans ce manège, c'est le peintre Konrad Ox, qui était un peintre berlinois très célèbre, qui a fait ces tableaux. Et personnellement, je les aime beaucoup, parce que quand tu regardes là-haut, tu vois ces belles silhouettes noires féminines. Elles sont très, très décoratives et très fines. Et c'est pourquoi c'est un plaisir que ce manège existe encore. L'art forain est indissociable de sa naissance sur les foires. Il est en lien direct avec toutes les autres expériences proposées sur place. Boire, manger, danser, rêver. Tout ce qui permet d'oublier son quotidien. Il y a par essence dans la fête foraine quelque chose de toujours éphémère. Les forains eux-mêmes n'ont pas conservé ces choses. Car pour eux, lorsqu'ils décidaient de refaire leur façade, soit ils la ponçaient s'il s'agissait d'une façade en tôle, et le peintre repeignait. Soit elle était tellement endommagée qu'ils pouvaient éventuellement l'utiliser pour réparer leur toit sur le site de stockage. Mais ils ne la conservaient pas. Pour eux, c'était de la peinture utilitaire. Et sa valeur était perdue si elle ne pouvait plus être utilisée sur la façade. Il y avait des peintres forains qui ne peignaient que pour les forains et il en existe encore aujourd'hui. Ces peintres doivent être capables de peindre très vite et être très talentueux et souvent peindre dans des conditions difficiles, car ils n'avaient pas toujours leur beau et chaud atelier. Parfois, ils devaient travailler sur un site de stockage quelconque ou sur une place de fête, en fonction du type d'attraction. Gérald? Oui. Vous faites tous vos aplats au pinceau? Ah oui. Pinceau ou à la brosse.
Une grosse brosse, ça va. Brosse comme ça, Je l'ai pas vu. comme ça. J'ai fini par mieux comprendre ce que les forains avaient apporté à la grande peinture en suivant dans son atelier en banlieue parisienne le travail de Gérald Daussiette, qui a longtemps été l'assistant de Jacques Courtois. La composition sur ces surfaces gigantesques révèle une maîtrise insoupçonnée des techniques de la peinture. Des fois, eux m'apportent des documents. Certains, surtout maintenant avec Internet, c'est pratique. Il y a des sites, vous voyez, bon, ils choisissent leurs documents, ils me les apportent. Et en fonction de leurs documents, j'élabore un projet pour eux. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui ont été choisis par lui, des vedettes, entre autres. Il y a Jennifer Lopez, il y a Brad Pitt, il y a les chanteurs du groupe 50 Cent, Tyson, il y en a plus. Tout. C'est quasiment que des vedettes. Quelques-uns viennent d'ailleurs, mais beaucoup de vedettes. Si on a des personnages fixes, on va voir, ça va faire un peu galerie de portraits, portrait de famille, comme ça, toc, 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 les personnages posés les uns que les autres, sans mouvement, il faut que tout ça vive. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des axes comme ça, des mouvements qui se prolongent d'un personnage à l'autre, il faut une continuité dans l'ensemble, pour pas que ça fasse justement poser un élément. Le mouvement, l'équilibre, la composition. Autant de codes que suivent les forains depuis des siècles pour apporter à la peinture une autre représentation du monde. La fête à Saint-Cloud du peintre Fragonard raconte le passage de la foire à la fête foraine. Sur la gauche, un vendeur d'herbes miraculeuses vante à un public captivé les propriétés de sa marchandise. Une toile tendue, comme celle peinte par Toulouse-Lautrec, précise toutes les caractéristiques du produit magique. Sur la droite apparaît un monde de plaisir, dans lequel l'ambiance est plus détendue. Peu à peu, la foire médiévale disparaît et laisse place aux activités de loisirs. Au centre du tableau, un objet illustre ce passage. Une grosse boîte peinte surmontée d'une loterie marquée par des flèches qui permet aux gagnants d'y saisir des gâteaux sucrés. Un luxe pour l'époque, représenté dans ce tableau peint il y a près de 250 ans et aujourd'hui conservé précieusement à la Banque de France. Mais à l'inverse des toiles de maître, la majeure partie des objets et décors peints par les forains n'ont jamais vraiment été répertoriés. Hormis par Zève Gourarier, qui aura passé sa vie à rassembler, au sein du Musée des Arts et Traditions Populaires puis au MUSEM, toutes sortes d'objets forains. Les méandres de la mémoire ressemblent parfois aux couloirs tortueux des réserves de musées. Oui, parce que je suis tout fier, à cause du tableau de Fragonard, d'avoir fait rentrer un rouleau de Marchand d'oubli. Alors, mais voilà, il n'est pas en très bon état, mais voilà la petite loterie qui était au-dessus. Mais selon que où vous étiez, vous gagnez 1, 2 ou 3 oublis. Les oublis, c'est des petites pâtisseries, c'est un peu comme les chichis de Marseille, sucrés, que les enfants, vous savez, cette forme de cornet, que les enfants pouvaient gagner
à la loterie. Donc on a oublié les oublis, mais on les voit bien au centre du tableau de Fragonard. Autre objet tout à fait extraordinaire, un hippocampe de manège. Celui-là, j'ai fait le voyage en Angleterre pour l'acheter, et j'étais en concurrence avec un autre acheteur américain, et c'est une des fois où j'ai explosé un budget. J'ai mauvaise conscience parce que j'ai acheté très très cher, mais c'est un des rares endroits où vous pourrez voir un hippocampe de manège. Alors, on peut se poser la question, effectivement, bon, ces attractions foraines, c'est bien joli, mais quel intérêt ça a dans un musée, quoi, de conserver des chevaux de bois, des boîtes de tir, vous allez où avec ça? Eh bien, pour moi qui suis fils de déportés, je me suis dit, je vais faire autre chose. La société fonctionne un peu à rebours de la façon dont, plus personnellement, je fonctionne, et dont j'espère la plupart des gens fonctionnent, c'est-à-dire qu'on essaye de se rappeler des bons souvenirs et d'oublier les mauvais. Eh bien, les bons souvenirs de la société, c'est aussi la fête foraine, et je suis un peu le conservateur des bons souvenirs de la société. À partir du XIXe siècle, l'influence de la fête foraine s'intensifie. Elle n'est plus seulement, comme chez Fragonard, un prétexte pour aborder des thèmes joyeux. La technique des peintres entre en résonance immédiate avec ces courants de l'art moderne qui veulent bousculer toutes les règles. Même les personnages là qu'on voit dans les haubans, sont beaucoup trop petits par rapport aux haubans qui sont là. Il n'y a aucune perspective. C'est vrai que les proportions sont un peu bizarres. Voilà. Les bateaux là devraient être beaucoup plus petits si on était vraiment dans la vraie vie. Un fond foncé, des éclairages au fur et à mesure, et puis les petits coups de blanc à la fin qui viennent donner les petits effets de brillance. Pareil pour les yeux, le petit point dans l'œil, ça c'est important, les forains ils aiment bien ça. Le petit point dans l'œil, des couleurs et du mouvement, c'est ce qu'ils veulent avant toute chose. Bon, ce côté très coloré, bon, ça paraît toujours un peu criard pour les gens un peu du milieu d'art, quoi, on va dire. Ça les choque un peu. Tu deviens quoi? Et quoi? Tu vois, t'es toujours encore là. Toujours là, c'est formidable. Ouais. Ça n'a pas bougé. Un petit peu, mais pas... Avec moi, il a eu beaucoup de travail, parce que moi, je voulais vraiment... Tous les coins étaient... Tu vois, là, normalement, il y aurait eu un truc dessus, mais là, il y en avait 3, tu vois. Il faut que les gens regardent, et que quand ils regardent, l'année après, ils disent « Ah, ben ça, on n'avait pas vu ». Tu vois qu'ils ne sont pas fatigués de quelque chose. Mais lui, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et on a des artistes qui sont bien, mais on a des artistes qui sont indémodables. Oui. Voilà, je suis hollandaise. J'ai fini par trouver un tableau qui montre parfaitement l'attraction des peintres abstraits pour la fête foraine.
En 1922, le peintre Robert Delaunay tente d'en recréer l'atmosphère lumineuse et étourdissante. Ce qu'il appelle une orchestration mouvementée voulant obtenir un grand éclat. Comme les forains, le peintre, pour marquer l'œil, retient les couleurs primaires. Et il montre quelque chose de radicalement nouveau. Notre perception des couleurs change en fonction de celles que l'on place à leur côté. Une expérience chromatique en mouvement qui bouleverse la perception du monde. Exactement comme dans un manège. Cette peinture de Delaunay, c'est le manège de cochon. On voit les jambes de la Goulue, si vous voyez bien, au milieu, puis là, à mon avis, je pense que c'est le cochon. Et ça représente un petit peu la féerie des fêtes foraines, les couleurs, la lumière. J'ai refait tout le plafond parce que, bon, on peut parler de symphonie, des lumières ne me correspondaient pas, c'était trop strict les dernières, donc j'ai refait le programme cette année. Et donc, de manière à pouvoir faire un petit peu plus de ronds et ça fait plus harmonieux. La fête foraine va accompagner l'art moderne dans toutes ses formes. Après la peinture, c'est naturellement la photographie qui va trouver ici un nouvel espace d'expression. La fête foraine est un lieu où s'expérimentent de nouvelles machines et forcément de nouveaux appareils photographiques. Comme par exemple le tire-photo, un dispositif photographique surprenant qui se déclenche seulement si l'on parvient à atteindre le centre d'une cible. J'ai découvert, en compagnie de Carole Aurouet, spécialiste de la littérature et du cinéma de cette époque, qu'un très grand nombre d'artistes s'étaient emparés de ces dispositifs. Tout à fait. C'est la seule, d'ailleurs. En tête, un groupe radicalement novateur mené par l'écrivain André Breton, le fondateur du mouvement surréaliste. Les surréalistes, qui sont de jeunes gens qui ont envie en quelque sorte de décompresser, ils vont aussi à la fête foraine pour s'encanailler, pour faire des rencontres, pour draguer. Autre dispositif qu'ils affectionnent particulièrement, et peut-être encore plus, parce qu'en fait c'est un dispositif qui permet un portrait collectif. C'est le dispositif qui consiste à aller placer sa tête dans des panneaux, des décors qui sont découpés. Ça permet de changer de vie, ça permet de revêtir des tenues qui peuvent être extravagantes et surtout ça permet de vous positionner dans des situations qui peuvent être tout à fait loufoques ou irrévérencieuses et ça permet également de couper complètement avec les règles traditionnelles du portrait que les surréalistes connaissent, les portraits posés qu'ils ont faits quand ils étaient petits et isolés. Ils aiment beaucoup, en fait, le jeu de massacre, ils aiment beaucoup déstructurer, ils aiment beaucoup dynamiter pour essayer de créer autre chose. En fait, la devise des surréalistes, si vous voulez, c'est changer la vue pour changer la vie. C'est des choses qu'on va retrouver dans les créations de Man Ray ou dans les créations de Blumenfeld, par exemple, qui vont nous proposer des Vénus qui, justement, ont un corps, une sculpture, alors avec une poitrine, des bras qui souvent sont manquants. Et sur cette partie-là, ils vont insérer, ils vont coller une tête en chair et en os, j'ai envie de dire, une tête de femme avec une chevelure. Il y a évidemment aussi une érotique voilée très, très présente. Et ils vont créer à leur tour un être hybride. Ils vont en tout cas puiser un certain nombre de réalisations chez les forains et notamment ce démembrement des corps et ce collage. L'art moderne prend une nouvelle direction au contact de ses inventions. La fête foraine devient, comme dans les premiers films de Man Ray, une manière de proposer au spectateur une expérience artistique qui ressemble parfois à un rêve.
L'heure est à l'exploration de l'inconscient. Au fond de tes yeux qui sont plus doux qu'une caresse. Man Ray réussit véritablement, à partir des mots de Death Note, à créer un monde qui est le sien, à créer un monde qui va nous emmener du côté de l'irrationnel, de la sensation, d'un montage qui va juxtaposer des séquences a priori sans lien, qui va proposer des chaos un peu sémantiques. On croit être emmené sur une piste et puis finalement on rebondit sur une autre. Par rapport aux envies des surréalistes de découvrir autre chose, il y a une bizarrerie, il y a éventuellement une incongruité qu'ils vont trouver dans la fête foraine. Comme nous vous l'avons annoncé à l'extérieur, nous allons vous présenter Adroit de la figue de Mars. C'est elle que j'ai l'honneur de vous présenter. Voici Adroit. Adroit est un état sauvage. Elle est d'un caractère irascible et la vue des êtres humains la met en fureur. C'est pour cela que nous l'avons solidement enchaînée et que sa tête est fixée sur un chariot mobile afin que dans sa fureur, elle n'aille pas se briser le crâne contre les murs ou le plancher. Afin de ne pas nuire à sa santé, nous ne pouvons vous la montrer que quelques courts instants, car de trop longues séances mettraient ses nerfs à une trop rude épreuve. Mesdames, messieurs, la séance est terminée. Allez mes enfants, tout le monde est parti. 5 minutes de repos. Sur la foire du trône, mon cousin Stéphane Camorce m'a souvent permis de passer derrière le décor, d'avoir accès à des récits rarement partagés. Alors celui-là, c'est mieux comme ça, le mouvement là. Voilà, ça c'est bon. Chaque année, Stéphane part en tournée avec son train fantôme, inspiré de l'univers de Michael Jackson. De toutes les histoires qui ont associé la fête foraine avec l'art, je crois que la plus extraordinaire de toutes, car peut-être la plus injustement oubliée, fut celle qui relia à ses débuts les forains au cinéma. Dans ce cas précis, les forains avaient tout simplement participé à l'invention d'un art majeur. Celle du cinématographe, apparue pour la première fois en 1895. Merci. Cette histoire, encore incomplète, m'est parvenue par les très rares documents préservés par une partie de ma famille. Ça, c'est très très ancien. Ça, c'est la première demande de place de mon arrière-grand-père, de mon grand-père, pardon. En 1914, ils avaient le cinéma. Alors, ils envoyaient ça dans les municipalités. À l'époque, il n'y avait pas de mail. C'était des courriers manuscrits. Et ils attendaient une réponse favorable. Ils envoyaient ça dans toute la France. C'est surtout pour promouvoir et puis expliquer le cinéma, quoi, le tout début du cinéma. Et puis ça, c'est l'établissement de mes grands-parents. Avec, tu vois, toutes les cadres. Tout ça, c'était en bois sculpté. C'était des façades énormes. C'est incroyable pour l'époque. Voilà, ils transportaient tout ça de ville en ville. C'était un cinéma ambulant. Alors, il faisait 33 mètres de façade, 10 mètres de profondeur. Quand ils ont eu l'idée de faire ça, c'était un truc nouveau, mais qui plaisait à personne, quoi. Parce que les gens étaient habitués au spectacle de rue. Et ils ne trouvaient pas l'intérêt d'aller mettre des gens dans une boîte. Et de regarder ça dans une boîte. Ils ont dit, les gens ne vont pas s'asseoir à regarder des comédiens. Un comédien, on le voit en face, quoi. Il fait son numéro et puis voilà.
Et lui, il disait, les gens, ils ont du mal à le suivre, quoi. Ils le prenaient vraiment pour un dingue, surtout sur les fêtes. De faire asseoir des gens, les faire asseoir et leur faire regarder quelque chose. Il dit, les gens, ils tenaient pas en place à l'époque parce qu'ils étaient habitués à voir des vrais spectacles en direct. Ben, ils n'avaient pas peur, ils s'en foutaient. Et ils repartaient pour un an et c'était leur vie, quoi. À la Cinémathèque française, l'un des seuls endroits qui a conservé avec minutie la contribution des forains au cinéma, j'ai rencontré Laurent Manoni, directeur scientifique du patrimoine. Dans ces réserves existent encore les infimes traces de cette relation intime, fusionnelle, entre le cinéma et la fête foraine. Le rôle des forains dans l'histoire du cinéma a été oublié, en fait. Et ça, c'est tout à fait injuste et regrettable parce que vraiment, ils ont joué un rôle fondamental dans l'histoire du cinéma. C'est grâce à eux que le cinéma s'est propagé à travers le monde. Et c'est grâce à eux qu'une industrie est née, en fait. Donc les forains ne se contentent pas de projeter les films que leur proposent les premiers éditeurs, c'est-à-dire Gaumont, Pathé, Mandel. Ils se mettent à leur tour à produire des films. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les éditeurs de films n'arrivent pas à répondre à la demande. Il y a un blocage industriel, si vous voulez, technique, mais surtout aussi que les premiers catalogues des éditeurs de films, au fond, est peut-être trop timoré pour les forains. Encore une fois, les forains cherchent des sensations violentes. Et, enfin, c'est pas eux qui les cherchent, c'est le public. Donc il faut trouver des vues un peu lestes, un peu grivoises, un peu violentes, un peu fortes. Les forains avaient l'habitude d'user leur pellicule jusqu'à la corde. Hein, ils voulaient l'exploiter jusqu'à la fin. Donc quand on en retrouve, et c'est plutôt rare malheureusement, c'est des pellicules qui sont très abîmées, qui ont été projetées des milliers de fois. Mais la production foraine qui subsiste, elle montre quoi? Un vrai plaisir vers la jouissance oculaire, si je puis dire, vers l'attraction, vers les sensations fortes. Alors l'exemple le plus fameux, c'est les films du docteur Auguste Laurent, qui sont des films vraiment choquants, aujourd'hui même encore, qui sont violents carrément. Auguste Laurent se distinguait par... C'était un dompteur, donc se distinguait par une sorte de bravoure qui frisait la folie, à mon avis. C'est-à-dire qu'il s'introduisait dans des cages où il y avait des fauves, des lions, des tigres. Et puis, il y mettait une chèvre ou un petit agneau pour voir si les lions allaient le bouffer, littéralement. Et grâce à la seule force de son fouet, les malheureux fauves n'osaient pas y toucher. Tout ça a été immortalisé par la caméra. Et l'un des films les plus magnifiques du dompteur Laurent, encore une fois, il s'introduit dans la cage avec son fouet, il y a des lions absolument monstrueux, et il introduit dans la cage la Loie Fuller, enfin, une actrice qui va jouer le rôle de la Loie Fuller, cette danseuse merveilleuse avec ses voiles. Et on voit effectivement que cette femme, d'un courage quand même fabuleux, va commencer à danser dans la cage, au milieu des fauves, au milieu des lions. Et tout ça est enregistré par la caméra, et tout ça est soigneusement peint au pinceau, image par image. Et le résultat est un film aujourd'hui encore choquant. Enfin, c'est extraordinaire de voir ça. C'est de la folie. Les forains ont amené dès le départ le cinéma vers l'exploration des marges. Ils avaient à cœur de donner à voir ce que personne ne voulait regarder. Depuis toujours, la foire puis la fête foraine ont exposé celles et ceux qu'elles appelaient les phénomènes. Les difformes, les monstres, les étranges. Présentez Cléopâtre, surnommée la femme crocodile. Cléopâtre est âgée actuellement de 20 ans.
les forains ont rendu visible une autre humanité. Du reste, mesdames et messieurs, elle a des sœurs qui sont actuellement vivantes et qui sont normales. Et il y a eu des phénomènes, entre guillemets, qui sont devenus de célèbres exploitants du cinéma. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est Nicolas Kobelkov, voilà, qui était un Russe, qui n'avait ni bras ni jambes, et qui a tenu une baraque foraine très luxueuse de cinématographes, qui montrait des films du répertoire, des idées de films, mais qui s'est lui aussi filmé, et donc qui se projetait lui-même sur scène dans ses exercices de peinture, d'écriture. En fait, il y avait quelque chose de très important chez Kobelkov, c'est qu'il ne voulait pas qu'on s'apitoie sur lui. Il ne voulait pas, au fond, qu'on le considère comme un phénomène et qu'on ait peur de lui. Donc il insistait d'une façon extraordinaire sur le fait qu'il était non pas un homme tronc, mais un artiste tronc. Et pour ça, peut-être que son travail a été considérable, au fond, pour faire en sorte aussi que les phénomènes dans les fêtes foraines cessent d'être considérés comme des créatures ratées ou abominables, comme il était tendance qu'on les regarde à cette époque. Ça va devenir une figure importante dans l'histoire du cinéma, dans le sens, effectivement, où quelqu'un comme Todd Browning, dans le film Freaks, qui est un chef-d'œuvre absolument merveilleux de l'histoire du cinéma, eh bien, il va se plonger dans cette fête foraine, dans cette fête foraine-là, en fait, dans cet art entre guillemets, de représenter des phénomènes. Le cinéma, c'est quand même grâce aux forains que c'est vraiment parti en flèche. Ensuite, les frères Pathé ont loué leurs films, et loué leurs films aux forains, parce que les forains avaient des structures bien adaptées pour la présentation du cinéma. Et lorsque l'électricité a commencé à se développer dans les villes, les frères Pathé se sont aperçus qu'ils pouvaient faire du cinéma maintenant dans les cinémas enfermés. Donc ils ont taxé les forains et leur loué des films beaucoup plus chers. Mais parce qu'ils savaient que les forains étaient toujours bricoleurs, lorsque le film était cassé, coupé, et les forains reprenaient le film, ils le ressoudaient. Donc de temps en temps, dans les films, il manquait quelques images et quelques versions. À la fin, plus ça allait, plus le film est réduisé. Donc les frères Pathé ont décidé indirectement de demander beaucoup plus d'argent aux forains pour la location des films. Et c'est comme ça que le cinéma forain s'est arrêté dans les années 1920. Et on a perdu ce sens spectaculaire, cette pratique sensorielle, cette pratique immersive que seuls les forains proposaient à cette époque. Et c'est un art perdu. Voilà, c'est très important. Et les secrets de cet art perdu sont très difficiles à retrouver. Et tout ce qui nous permet de reconstituer cet univers-là va nous permettre aussi de remettre le forain à sa juste place dans l'histoire du cinéma. Pour moi, c'est fondamental. On se demande toujours la profession, qu'est-ce que vous faites comme profession? Moi je suis dentiste, moi je suis ceci, moi je suis... Et moi j'avais toujours une appréhension de dire je suis forain, parce que j'avais toujours l'impression que c'était mal perçu. Et maintenant j'ai pas de complexe à dire je suis forain. Je le dis aisément que je suis forain. Et lorsque je dis ça, les gens ils disent « Ah, vous êtes forain? Oh, qu'est-ce que c'est magnifique comme métier !» Il dit. Lorsque j'étais jeune, il dit « J'allais à la fête foraine. Qu'est-ce que j'ai comme bon souvenir avec mes parents? On allait à la fête foraine, on revenait le soir, on était épuisés, fatigués. On avait fait des tours de manège et c'était formidable. » Et donc c'est pour ça que maintenant je dis aisément que je suis forain, j'ai pas de complexe. Ça me fait plaisir de dire que je suis forain. Voici les premières images que j'avais tournées il y a plus de 20 ans pour garder en mémoire ce monde encore inconnu. Une messe organisée pour les forains sur le tarmac des autotamponneuses de Louis Joubert. Depuis, les enfants ont grandi et pour certains ont repris les métiers de leurs parents.
Tout comme les artistes, il arrive que les forains composent à leur tour de véritables dynasties. Alors, ça vient d'où, ça? C'est Camille Bonpoint, c'est un peintre célèbre et il expose à Pompidou. Ah, dis donc. Et il y a mon arrière-grand-père aussi qui est là. Oh la vache! Regarde. Okay. Théodore Bouvier, regarde. Ah, oui, donc il est décédé en 1922. Oui. Mais le peintre, il a repris la photo. Après la photo, il a fait la peinture. Superbe. Toi, on reconnaît bien les poids. Ah oui, là, toi, les poids d'athlète. Oui. Et là, regarde, c'est les mêmes poids, tu vois. C'est exactement, il a repris le même chose. Cette même année, un apprenti cinéaste du nom de Georges Lacombe pose sa caméra dans les faubourgs de Paris. Dans ses roulottes, à l'écart de la ville, il rencontre par hasard une femme qu'il reconnaît immédiatement, Louise Weber, dite La Goulue. Pour la caméra, l'ancienne artiste foraine danse à nouveau. Le temps d'un film, La Tendue de Toulouse-Lautrec s'est muée en toile de cinéma. Il me plaît à penser que la danse fragile de La Goulue nous montre quelque chose de fondamental. La fête foraine a été au fil du temps bien plus qu'une expérience de divertissement. Elle permet de faire ressurgir de profondes émotions, de vivre l'amour foudroyant qui vous arrache pour un instant du sol, de percevoir des couleurs qui n'existent pas. Autant de sensations et d'images que les artistes ont depuis toujours trouvées sur la fête foraine. On y va les jeunes, serrez les dents, serrez les mains, serrez tout ce que vous pouvez, on va s'envoler.